Histoire de la composition de Laocoon. L'idée d'établir une frontière entre peinture et poésie se fit jour pour la première fois chez Lessing en 1755 dans sa correspondance avec Mendelssohn et résulta probablement de la lecture du traité de Winckelmann publié la même année. En 1759, Lessing avait déjà esquissé la thèse principale du Laocoon, mais les premiers projets du traité même ne datent que des années 1762-1763. Le premier de quelques pages est de la fin de 1762 ou au plus tard du printemps 1763. Il contient sous une forme encore déductive les deux thèses principales du Laocoon. Le second conserve l'ordonnance du premier mais est déjà développé et contient à peu près tous les éléments du texte définitif. Il est particulièrement intéressant car Lessing a laissé les pages de son manuscrit à moitié blanches pour permettre à Mendelssohn et à Nicolai d'y adjoindre leurs remarques, ce qu'ils firent en 1763. On voit ainsi combien fut importante la contribution de Mendelssohn à la version définitive. Dans le troisième projet, Lessing a abandonné l'ordre systématique. Comme dans le texte imprimé, il part de Sophocle, d'Homère et du groupe du Laocoon par rapport au Gedanken de Winckelmann. Ce projet, qui n'est en fait qu'un large plan de travail, date de 1763 et Lessing l'a rédigé après avoir lu Winckelmann, publié à la fin de 1763. Un quatrième projet, lui aussi un plan de travail, est divisé en trois sections qui devaient correspondre aux trois parties du Laocoon et Lessing donne l'impression de n'avoir lu la Geschichte de Winckelmann qu'après avoir élaboré la première partie. Dans le texte définitif, ce plan n'a pas été entièrement observé. Plusieurs éléments de la seconde et de la troisième section ont pris place dans le Laocoon imprimé, qui n'est cependant qu'une première partie, le reste du livre n'ayant jamais été parachevé. Le cinquième projet, intitulé par Lessing lui-même seconde partie, contient le plan des chapitres 30 à 46. On possède en outre les matériaux pour cette seconde partie projetée, ainsi que pour le troisième. Le Laocoon parut à Berlin, chez Voss, en 1766. Une seconde édition préparée par Charles Lessing, frère de l'auteur, fut publiée dans la même ville en 1788. Elle était augmentée d'une partie des notes laissées par Lessing, mais non classées. La première édition critique contenant les notes classées chronologiquement fait partie des œuvres complètes. L'édition définitive et monumentale dont dérivent toutes les éditions postérieures et la seconde édition de Bleumer de Berlin 1880 contient une longue introduction, le texte établi dans la forme idéale selon l'éditeur que Lessing aurait souhaité et minutieusement collationné ainsi que les notes sur le manuscrit, les épreuves corrigées par Lessing, l'édition de 1788 et l'édition Lachmann de 1838-1840. La description de tous les manuscrits laissés par l'auteur, un commentaire de 200 pages et des appendices. Le compte rendu de Grève, 1789, un excursus sur les répliques antiques du groupe du Laocoon et sur les autres représentations de la légende de Laocoon. La critique et l'exégèse du Laocoon de 1755 à 1879 et l'index. Histoire du groupe du Laocoon. Ce chef-d'œuvre de la sculpture antique avait pour Lessing une valeur de symbole, d'où le titre de son essai. Découvert le 14 janvier 1506 et offert au pape Jules II, le Laocoon fut aussitôt identifié comme la sculpture décrite par Pline dans son Histoire naturelle et souleva l'enthousiasme général des artistes, des poètes et des humanistes. Pendant la Renaissance et l'époque baroque, ce groupe passait pour une parfaite imitation de la nature et un modèle d'expression. Il inspira des poètes, notamment Jacques Sadolet, 1477-1547. Des estampes le vulgarisèrent. La plus ancienne est probablement celle de Marco Dente, mort en 1527, élève de Marc-Antoine Raimondi. Elle représente le Laocoon avant sa restauration. Une autre planche du même artiste est une œuvre de fantaisie et nous montre le groupe très altéré sur un fond de paysage. En 1520, Léon X, successeur de Jules II, chargea Baccio Bandinelli d'en exécuter une copie en marbre qui est infidèle. Une autre copie contemporaine
avait demandé par Bramante à Jacques Sansovine. On connaît une troisième copie par un moulage du Metropolitan Museum de New York. Le bras droit de Laocoon y est reconstitué comme sur l'original du Vatican. En outre, divers artistes imitèrent l'attitude de Laocoon en traitant des sujets tout différents, notamment le Titien dans sa résurrection de l'église Saint-Nazaire et Cels à Brescia. Le groupe du Laocoon était devenu le symbole de l'Antiquité et de l'idéal antique, et c'est pour stigmatiser la copie infidèle et prétentieuse de Bandinelli que Titien fit cette caricature, gravée sur bois par Nicola Boldrini, où Laocoon et ses deux fils sont travestis en singes entourés de serpents. Étudier les interprétations successives de cette sculpture, c'est éclairer toutes les nuances de la compréhension de l'Antiquité. Selon les époques et les hommes, on y a toujours vu ce que l'on tenait alors pour beau. Pour Sadolet, c'est l'image d'une vraie douleur exprimée d'une manière naturaliste. Pour Winckelmann, celle de la douleur dominée par la grandeur d'âme. Mais Lessing y voyait une représentation de la douleur tempérée par le désir de ne pas détruire la beauté par excès d'expression. Heinze le voit comme l'image d'un puissant mouvement comparable au flot de la mer en furie. Quant au visionnaire William Blake, son interprétation est purement symbolique, et son estampe fameuse, inspirée par le Laocoon, porte cette légende. Jehovah and his two sons, Satan and Adam, as they were copied from the cherubims of Solomon's temple by 3 Herodians and applied to natural fact of history of Ilium. Par l'analyse épigraphique, on a pu dater le Laocoon d'environ 50 avant l'ère chrétienne. Il a été mal restauré, notamment tout le bras droit, y compris le serpent, une partie de l'autre serpent près du genou gauche, une partie de la tête du serpent qui mord le flanc de Laocoon, le bout du nez, la main droite, et une partie d'un bras du fils aîné, le bras droit, et le bout du nez du fils cadet. Mais la plus grave erreur de restauration réside dans le bras levé de Laocoon. Il devrait être nettement plié au coude, à peu près comme dans le moulage de Dresde. Ces renseignements sont tirés de l'ouvrage de Weber, Laocoon, The Influence of the Group Since Its Discovery, New York, 1942, avec bibliographie et illustration. Laocoon, ou des frontières de la peinture et de la poésie. Le premier qui compara peinture et poésie fut un homme d'une grande finesse de goût, qui sentait que ces deux arts produisaient en lui les mêmes effets. Il voyait l'un et l'autre restituer la présence des choses absentes en donnant l'apparence pour la réalité. Tous deux enfin nous plairent en nous trompant. Un second voulut mieux comprendre notre plaisir et découvrit qu'il découlait dans les deux arts d'une seule et même source. La beauté, dont la notion nous vient d'abord des objets matériels, a des règles générales qui s'appliquent à différents domaines, aux actions, aux pensées, aussi bien qu'aux formes. Un troisième, réfléchissant sur la valeur et la répartition de ces règles générales, remarqua que les unes dominent la peinture, les autres la poésie, et qu'ainsi, dans certains cas, la poésie peut soutenir la peinture, de même que, dans d'autres, la peinture peut soutenir la poésie, par des commentaires et des exemples. Le premier était l'amateur, le second le philosophe, le troisième le critique. Les deux premiers pouvaient difficilement faire un mauvais usage, soit de leur instinct, soit de leur raisonnement. Mais quant aux remarques du critique, tout dépend de la juste application des règles au cas particulier. Et comme il y a 50 beaux esprits pour un critique clairvoyant, ce serait un prodige que cette application eût toujours été faite avec la prudence nécessaire pour tenir la balance égale entre les deux arts. Si Appel et Protogène, dans les ouvrages aujourd'hui perdus qu'ils avaient composés sur la peinture, ont établi et développé les règles de cet art en s'appuyant sur celles déjà solidement fixées de la poésie, on peut être convaincu qu'ils l'ont fait avec cette mesure et cette justesse que nous trouvons encore aujourd'hui chez Aristote, Cicéron, Horace et Quintilien. Lorsqu'ils appliquent à l'éloquence et à la poésie les principes et les pratiques de la peinture, c'est le privilège des anciens de ne jamais faire ni trop ni trop peu. Nous autres modernes, nous avons cru nous élever bien au-dessus d'eux en changeant leurs petites allées en grande route, au risque de voir leurs grandes routes plus courtes et plus sûres se transformer en sentiers conduisant à des déserts. La brillante antithèse du Voltaire grec, la peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante, n'était sans doute pas destinée à un manuel. C'était une de ces saillies comme on en trouve beaucoup chez Simonide. Ce qu'elle renferme de vrai est si évident
que l'on croit pouvoir négliger ce qu'elle contient de faux et de vague. Toutefois, les anciens ne le négligèrent pas, car tout en restreignant le jugement de Simonide aux effets produits par les deux arts, ils n'oublièrent pas de préciser que malgré l'analogie complète de ces effets, les deux arts diffèrent cependant aussi bien par leur matière que par leur mode d'imitation. Mais tout comme s'il n'existait aucune différence de ce genre, des critiques modernes ont tiré de cette conformité des effets, les conclusions les plus incongrues. Tantôt il resserre la poésie dans les limites étroites de la peinture, tantôt il laisse la peinture embrasser toute la large sphère de la poésie. Tout ce qui est bon pour l'une doit aussi l'être pour l'autre. Tout ce qui plaît ou déplaît dans l'une doit nécessairement plaire ou déplaire dans l'autre. Et imbu de cette idée, il prononce du ton le plus assuré les jugements les plus superficiels. Lorsque, comparant les ouvrages d'un poète avec ceux d'un peintre sur un même sujet, il considère les différences comme des fautes dont il incrimine l'un ou l'autre, selon qu'il s'intéresse plus à la poésie ou à la peinture. Bien pis, cette critique vicieuse a jusqu'à un certain point induit en erreur les artistes eux-mêmes. Elle a donné naissance dans la poésie au genre descriptif. Dans la peinture, à la manie de l'allégorie, parce qu'on a voulu faire de la poésie une peinture parlante, sans savoir précisément ce qu'elle peut et doit peindre, et faire de la peinture un poème muet, avant d'avoir examiné dans quelle mesure elle peut exprimer les idées générales sans s'éloigner de sa destination naturelle, et sans devenir une écriture arbitraire. Lutter contre ce goût spécieux et contre ces jugements mal fondés, tel est le principal objet des considérations qui suivent. Elles sont nées accidentellement et se sont plutôt développées au hasard de mes lectures que grâce à l'étude méthodique de principes généraux. Ce sont les matériaux confus d'un livre plutôt qu'un livre. Cependant, je me flatte que, comme tels, ils ne sont pas tout à fait à dédaigner. Nous autres, Allemands, ne manquons pas de livres à système, déduire en partant de quelques définitions et dans le plus bel ordre possible tout ce que nous voulons. C'est à quoi nous nous entendons mieux que personne au monde. Baumgarten confessait qu'il était redevable au dictionnaire de Gessner d'une grande partie des exemples cités dans son esthétique. Si mon raisonnement n'est pas aussi serré que celui de Baumgarten, du moins mes exemples conserveront davantage la saveur de leur source. Prenons le Laocoon, pour ainsi dire, comme point de départ de ma critique, et y revenant plusieurs fois. J'ai voulu lui donner aussi une part dans le titre, quelques petites digressions sur différents points de l'histoire de l'art antique n'ont que peu d'intérêt pour le but que je me propose, et ne sont là que parce que je ne puis espérer leur donner jamais une meilleure place. Je ferai remarquer encore que sous le nom de peinture, je comprends les arts plastiques en général, de même que je ne m'engage pas à ne pas examiner parfois sous le nom de poésie les autres arts, dans lesquels l'imitation se déroule dans le temps. Le caractère général qui distingue par excellence les chefs-d'œuvre grecs peints ou sculptés consiste, d'après Winckelmann, en une noble simplicité et une grandeur tranquille, tant dans l'attitude que dans l'expression. De même que le fond de la mer, dit-il, reste toujours calme, si agité qu'en soit la surface. De même, les œuvres d'art des Grecs, quelle que soit la passion qu'elles expriment, trahissent une âme grande et paisible. Cette âme se manifeste malgré les pires souffrances sur le visage de Laocoon, et non seulement là, la douleur perceptible dans tous les muscles et tendons, que, sans considérer le visage et les autres parties, l'on croirait presque sentir soi-même, rien qu'en regardant l'abdomen douloureusement contracté. Cette douleur, dis-je, ne s'exprime cependant pas avec violence, ni sur le visage, ni dans l'attitude. Ce Laocoon ne pousse pas le cri terrible que Virgile met dans la bouche du sien. L'ouverture de la bouche ne le permettrait pas. C'est bien plutôt un gémissement étouffé et plein d'angoisse, tel que le décrit Sadolet. La douleur du corps et la grandeur de l'âme s'équilibrent partout dans la figure. Laocoon souffre, mais il s'ouvre comme le philoctète de Sophocle. Sa douleur atteint notre âme, mais nous voudrions pouvoir la supporter comme ce grand homme. L'art de représenter une si grande âme exige bien plus que l'imitation de la belle nature. Il fallait que l'artiste sentît en lui-même cette force morale qu'il imprimait au marbre. La Grèce avait des artistes qui étaient en même temps philosophes, et elle produisit plus d'un métro d'or. La sagesse prêtait la main à l'art et animait ses œuvres d'une âme au-dessus du vulgaire.
Cette remarque fondamentale, que la douleur n'apparaît pas sur le visage de la Okun avec la violence que son intensité laisserait attendre, paraît parfaitement juste. Il est également incontestable que précisément là où un demi-connaisseur pourrait accuser l'artiste d'être resté au-dessous de la nature et de n'avoir pas exprimé tout le pathétique de la douleur, il est incontestable, dis-je, que c'est au contraire là que se manifeste tout particulièrement sa sagesse. Ce n'est que sur le principe assigné à cette sagesse, par Wittgenstein, sur la généralité de la règle qui fait découler de ce principe, que j'ose être d'un avis différent. J'avoue que ce qui m'a inquiété, c'était d'abord le regard désapprobateur jeté en passant à Virgile, et ensuite la comparaison avec le Philoctète. Partant de là, j'exposerai mes pensées dans l'ordre où elles me sont venues. Laocoon souffre comme le Philoctète de Sophocle. Comment souffre celui-ci? Il est étrange que sa souffrance ait laissé en nous des impressions si différentes. Les plaintes et les cris, les imprécations sauvages, dont sa douleur remplissait le camp en troublant tous les sacrifices, toutes les cérémonies religieuses, retentissaient de manière non moins terrible dans l'île déserte, et c'était ce qui l'y avait fait reléguer. De quel accent de colère, de douleur, de désespoir le poète dans son drame a-t-il fait également retenir le théâtre? Le troisième acte de cette pièce a été trouvé bien plus court que les autres. On voit par là, disaient les critiques, que les anciens se préoccupaient peu de l'égalité de longueur des actes. Je le crois aussi, mais j'aimerais mieux à ce sujet me fonder sur un autre exemple. Les exclamations plaintives, les gémissements, les cris saccadés, les lignes entières qui composent cet acte et qui devaient être déclamés avec des temps et des pauses tout autres que ceux que demande un discours continu, ont certainement à la représentation fait durer cet acte peu à peu aussi longtemps que les autres. Sur le papier, il semble au lecteur bien plus court qu'il n'a dû paraître aux auditeurs. Le cri est l'expression naturelle de la douleur physique. Chez Homère, les guerriers blessés tombent souvent en criant. Vénus, à peine égratignée, pousse un grand cri, non parce que le poète veut la caractériser comme la douillette déesse de la volupté, mais parce qu'elle laisse ses droits à la nature souffrante. Le rude Mars lui-même, lorsqu'il sent la lance de Diomède, pousse un cri comme celui de 10 000 guerriers si horrible que les deux armées en sont épouvantées.